Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Petit débrief, je sais pas pourquoi tu rigoles, mais Catherine rigole. Salut tout le monde. Hop, ouais, de bonne humeur. Petit débrief de la semaine politique, comme toutes les semaines. On voulait revenir sur finalement le début de la campagne des élections européennes, vote qui aura lieu le 9 juin prochain en France et partout en Europe. Il y a eu deux événements cette semaine. Il y a eu d'abord un débat qui a été organisé entre les différentes têtes de liste, et pas que têtes de liste, puisqu'il y avait Thierry Mariani pour le Rassemblement national qui remplaçait Jordan Bardella, qui avait refusé de participer au débat, sûrement parce qu'il considérait que Public Sénat, c'était pas assez Pourquoi pas aller sur Télé Coquelicot? Exactement, c'est ce qu'il a tweeté. Et donc il y a eu ce débat qui a été organisé jeudi soir, et jeudi soir aussi une prise de parole d'Emmanuel Macron, une interview qu'il a faite avec Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot sur la question ukrainienne. Alors, qui fait suite au débat à l'Assemblée nationale de mardi, où il était... Donc, alors, je vais y revenir parce que peut-être dans un second temps, parce que dans un premier temps, je voudrais parler de cette interview où la question principale qui lui a été posée par Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot, c'était est-ce que vous voulez vraiment envoyer des troupes au sol en Ukraine? Parce que c'est ça un peu qui anime les plateaux télé depuis 2 semaines où il avait lâché ça. Et alors, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères... Pas que les plateaux télé, hein. Pas que les plateaux télé, exactement. Non, mais je veux dire, ça quand même, ça inquiète beaucoup les gens. Exactement. Les jeunes, les familles, il y a beaucoup de gens qui se disent non mais qu'est-ce que c'est qui est en train de se... Est-ce que la France va vraiment entrer en guerre contre la Russie? Voilà. Et est-ce qu'on va envoyer nos jeunes là-bas? Exactement. Alors, plusieurs choses, c'est que il a réaffirmé que c'était une potentialité, que ça existait. Il n'a pas voulu, en tout cas, dans l'interview qu'il a donnée hier, mettre ça de côté, quoi. Il n'a pas, comme on dit, il n'a pas tortillé du cul, quoi. Il a vraiment répondu clairement, c'est une possibilité, l'envoi au sol de troupes à Odessa ou dans quelque autre région de l'Ukraine, mais c'est-à-dire vraiment contre la Russie. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que immédiatement, on voyait même dans les yeux des journalistes qui l'interrogeaient, Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix, comme un peu de stupeur en fait à l'idée que la France puisse rentrer en guerre ou je sais pas quoi. J'aimerais rappeler d'abord quelque chose parce que j'entends beaucoup ça, notamment par exemple dans la bouche de Léon Desfontaines, qui est le tête de liste du Parti communiste français, ou de Pascal Boniface, le patron de l'IRIS. L'un et l'autre ont dit « mais moi je ne veux pas aller mourir sur le front ukrainien ». Alors, je voulais rassurer Léon Desfontaines et Pascal Boniface, en France il n'y a plus de conscription, nous avons une armée de métier, et il n'y a plus de grands trucs, je veux I want you for the US Army, il n'y aura pas de grande campagne de mobilisation obligatoire pour les jeunes Français et Françaises. On a une armée de métier, on a une armée, je vais même dire, qui est habituée à la projection militaire, c'est-à-dire à l'envoi de troupes, y compris au sol, sur des territoires qui ne sont pas le territoire français. Je pense notamment à tout ce qui s'est passé ces 10, 20, 30 dernières années où on est intervenu beaucoup en Afrique, où on a envoyé des troupes, où il y a eu des morts en Afrique. Je ne suis pas en train de dire que c'était légitime ce qui s'est passé sur le territoire africain dans divers pays, mais enfin l'opération Berkane par exemple, elle a existé, il y avait des troupes au sol et il y avait des morts. Donc c'est pas quelque chose de totalement nouveau pour l'armée française que d'envisager une confrontation. Là, la différence, c'est que en face, il s'agit de la Russie. Et que c'est pas la même chose la Russie que des séparatistes ou des djihadistes terroristes sur des territoires où il y a un État qui nous appelle à l'aide. Ou des anciennes colonies où on continue de se croire légitime pour venir remettre de l'ordre. Exactement. Mais encore une fois, je ne questionne pas la légitimité de ces actions parce que je pense qu'on en pense la même chose. Oui, oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu ça la différence. C'est que là, on s'imagine que c'est notre arrière-cour et que c'est normal qu'on y aille. Par contre, la Russie, là, où
Mais pourquoi donc? Voilà, c'est un peu plus compliqué. Après, moi, l'autre chose importante sur laquelle je voulais revenir, c'est la question de qui nous demande de l'aide. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a beaucoup mis l'accent dans son interview hier, disant que finalement la Russie serait dans son impérialisme agressif vis-à-vis de l'Ukraine, mais finalement vis-à-vis de l'Europe orientale tout entière, serait une menace existentielle pour la sécurité, enfin pour la France et les Français, mais aussi pour la sécurité des Français et des Françaises. Je trouve en fait ce raisonnement assez cynique, c'est-à-dire de dire, en gros, c'est Pascal Boniface, encore une fois, pour qui je pense beaucoup de bien et j'aime beaucoup la façon dont il raisonne. Pascal Boniface, il parle souvent d'engrenage. Il dit non mais dans quel engrenage on va se mettre si jamais on commence à lancer notre armée contre la Russie? Mais penser ça, en fait, c'est oublier le sort des Ukrainiens et des Ukrainiennes aujourd'hui. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes aujourd'hui, ils sont déjà jusque-là en fait dans l'engrenage. Il y a déjà en fait des milliers de morts dans le peuple ukrainien. Et donc réfléchir uniquement à l'aune de qu'est-ce que ça va nous faire à nous petits Français, je trouve ça problématique parce que je rappelle que qui nous appelle à l'aide, c'est pratiquement l'ensemble de la population ukrainienne et de moi, ce que j'appelle la société organisée, c'est-à-dire les partis politiques, y compris les partis de gauche ukrainiens, et c'est eux qui m'intéressent le plus, les syndicats de travailleurs et de travailleuses, ils nous appellent à l'aide, et globalement, toute la société civile nous demande en fait de l'aide occidentale sous la forme d'armes et de munitions. À noter, ils ne demandent pas, ni Zelensky non plus, d'intervention sur le sol avec des soldats occidentaux. Ils veulent juste plus d'armes, plus de matériel militaire. Et donc, entendant ça, je ne vois pas au nom de quoi, au nom de quelle éthique, au nom de quelle valeur, au nom de quelle morale, en fait, on pourrait leur refuser cette aide pour défendre, leur territoire et deux, leur intégrité en tant que peuple et en tant que nation. Alors, il y a beaucoup de choses. L'interview de Emmanuel Macron, moi je l'ai vécue comme très inquiétante. Je pense qu'il a voulu susciter de l'inquiétude. De l'inquiétude parce qu'il a dit un peu en subliminal, ça va très mal sur le front et que là il faut absolument envisager une autre manière d'aider l'Ukraine parce qu'ils vont perdre si on ne se ressaisit pas. Alors c'est vrai que rien n'a filtré, ça m'a troublée, rien n'a filtré de la rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de parti, ni entre Emmanuel Macron et le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, enfin la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des informations qui ont été données, que nous n'avons pas, mais en tout cas, l'idée que c'est en train de pas bien se passer sur le terrain militaire, moi je l'ai entendu comme ça, son intervention hier. Donc ça c'était quand même un élément de contexte qui était en arrière-plan de son discours, qui me semble devoir se considérer, quoi. C'est-à-dire que je trouve que personne ne parle de ça. C'est-à-dire on ne reste que sur le terrain général. Théorique. Ou un peu théorique, voilà. Est-ce que l'Ukraine peut perdre? Est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est possible que l'Ukraine perde? Bon, Macron a répondu, ce n'est pas possible. La Russie ne peut pas gagner cette guerre. Et moi, je pense pareil. Je pense que la Russie ne peut pas gagner cette guerre. Donc ça, c'est le premier point. Et ça m'a bien inquiété hier, cette prise de position d'Emmanuel Macron, réaffirmant à plusieurs reprises son inquiétude. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il a dit aussi qu'est-ce que c'était que le danger de la Russie. C'est-à-dire qu'il l'a caractérisé. Il n'a pas dit que c'était un danger seulement pour l'Ukraine, il a dit que c'était un danger pour l'Europe entière, donc pour nous aussi, donc pour la démocratie, et que la Russie était devenue une force de déstabilisation. Je crois que c'est ça le terme qu'il a employé. Ouais. C'est-à-dire que, alors qu'il a caractérisé la France comme une force de paix, il a caractérisé la Russie en disant, en fait, aujourd'hui, ils mettent leur énergie à déstabiliser l'ordre du monde.
Je crois que c'est vrai aussi. Ça me paraît être vrai que la Russie ne contribue pas, elle n'est pas la seule, mais en tout cas elle ne contribue pas à maintenir les organismes internationaux qui permettent de se parler et de trouver des solutions en état de marche. Et que par ailleurs, il semble à peu près avéré que la Russie utilise des moyens de cyberguerre qui n'ont c'est quand même pas la même chose que la guerre, donc on emploie le même terme, enfin de déstabilisation cyber. Les attaques contre les systèmes informatiques, etc., qui peuvent être gravissimes. Hein. Je veux dire, quand on commence à ne plus pouvoir faire fonctionner les hôpitaux, qu'on déstabilise les systèmes d'information militaires, etc., enfin, c'est quand même, ça peut être... ça ne doit pas se relativiser cet enjeu. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'Emmanuel Macron a dit. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était qu'il ne dit pas, qu'il n'apporte pas la preuve, en tout cas, et j'ai trouvé qu'en ce sens, il était affirmatif, mais pas démonstratif, que la stratégie qu'il propose est une stratégie qui peut inverser le cours des choses, qui peut permettre à l'Ukraine de gagner et qui peut bloquer la Russie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les conditions donc ça, c'est certainement, il y a une analyse militaire que nous n'avons pas et que je ne sais même pas d'ailleurs si je l'avais, si je serais capable de la comprendre et de ne pas me faire entuber par les analyses. Mais en tout cas, là, il nous a juste dit ça, qu'il fallait donc agir sur le terrain militaire. Ouais. Alors que moi, depuis le départ, j'ai tendance à penser qu'il faut faire ce que l'on a dit qu'on ferait, et ce n'est pas tout à fait le cas. On ne fait pas tout à fait ce qu'on dit en termes de livraison des armes. Mais par ailleurs, voilà, c'est qu'on ne peut pas s'en tenir simplement à ce niveau de réponse. Or, il n'a parlé que de ça. Il n'a avancé aucune proposition pour faire débloquer le sujet et trouver une façon de combattre la Russie qui ne soit pas que sur le terrain militaire. Exactement. Ça, c'est un espèce de paradoxe que j'ai vraiment entendu résonner hier dans le discours du chef de l'État. En gros, il situe la France comme une puissance. C'est-à-dire, mais avec tout ce que le terme de puissance géopolitique sous-entend d'impuissance. On sent vraiment qu'Emmanuel Macron essaye de se mettre au premier rang des négociations. En fait, de dire, en gros, la solution, elle va passer par la France. Mais alors, moi, hier, quand je l'écoutais, je me suis dit, bon, on va être les seuls occidentaux, enfin les seuls du monde, à envoyer des troupes au sol en Russie. Enfin, tu vois le délire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune coordination, aucune prise en considération même, ni des autres pays européens. Tu vois, il pourrait y avoir une déclaration commune de plusieurs pays européens sur justement l'envoi de pays au sol, mais pire encore, l'ensemble du monde, tu vois, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment que la France descende un peu de son piédestal, arrête d'imaginer en fait qu'elle peut résoudre tous les conflits du monde toute seule depuis le jardin ou le bureau de l'Élysée et prenne en considération le fait que, eh ben oui, dans le monde ne nous appartient pas et dans le monde il y a plein d'autres pays, plein d'autres dynamiques, plein d'autres peuples en fait qui ont leur propre direction, etc. Et c'est pour ça que hier, ce que j'ai vu, c'est un Emmanuel Macron qui veut affirmer la puissance de la France au détriment d'une proposition de résolution multilatérale. Et pour moi, c'est la proposition de puissance, elle s'oppose au multilatéralisme. Et hier, il n'a absolument pas été question de ça, l'Ukraine, comme le dit si bien Bertrand Badi, c'est le premier conflit mondialisé. C'est-à-dire que l'ensemble des pays du monde sont touchés par ce qui se passe en Ukraine, à la fois pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons économiques. Parce que à la fois l'Ukraine et la Russie, les sanctions, les machins, les blocages, les blocus, tout ça, ça déstabilise tout le monde, ça crée des famines à l'autre bout du monde. Donc c'est un conflit dont tout le monde est partie prenante. Tout le monde. Et si on ne réfléchit pas en fait à cette aune-là, à ce niveau-là,
Je pense que, à part faire reluire l'hubris de la France en tant que grande puissance, je pense que c'est vain. Bon, alors moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que je trouve que le fait d'être une puissance ne veut pas dire... ta puissance, tu peux réfléchir où tu la mets, à quoi tu t'en sers. Moi, je crois que la France est une puissance. Pourquoi? Parce qu'elle est au Conseil de sécurité, qu'elle a le droit de veto et qu'elle a l'arme nucléaire et que par ailleurs, elle a une armée assez consistante. Donc, sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique et sur le plan de la scène internationale, la France a des moyens et est potentiellement une puissance. Le problème que moi, je trouve, c'est qu'on n'en fait rien. C'est qu'on ne fait rien de notre puissance. C'est-à-dire notamment sur le fait de faire émerger une solution, comme tu viens de le dire, si c'est un conflit mondialisé, alors la question de mettre dans la danse les autres pays, de les faire intervenir pour que cette situation cesse et qu'elle se termine de bonne manière, c'est-à-dire que la Russie rentre dans son lit et que l'Ukraine continue d'être sécure dans ses frontières, la France doit pouvoir agir en ce sens. Je ne trouve pas que le fait que la France soit une puissance, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'en moquer ou de le tourner en dérision. Je pense que ça reste quelque chose de vrai et que par contre, le problème, c'est que ce n'est pas utilisé de la bonne manière. Voilà. Je pense que c'est pas le problème de la France, c'est pas qu'elle va agir seule. C'est pas elle peut pas être, et je ne crois pas, même si Macron est un homme d'une rare prétention, je ne crois pas qu'il s'imagine pouvoir être le gendarme à lui tout seul du monde. Mais moi, je parle pas de... Moi, je mets pas le doigt sur Macron particulièrement. C'est la France plutôt. Oui, mais hier, je veux dire, quand il parle... moi, j'ai plutôt entendu son discours comme « j'ai décidé de réveiller l'Europe ». C'est plutôt, j'alerte, je me mets comme un éveilleur de conscience, j'alerte mon peuple et j'alerte les autres pays européens. C'est plutôt comme ça que j'ai entendu. Moi, et c'est pas tellement sur ça que je trouve qu'il y a problème. C'est pas le fait qu'il alerte sur le fait qu'il y a un grand danger. Moi, si j'en crois ce que j'entends, et j'en connais rien, mais encore une fois, j'en sais rien. Mais si j'en crois ce que j'entendais encore des commentateurs qui disaient en fait ça peut basculer d'ici l'été, la situation en Ukraine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment une débandade de l'armée ukrainienne. Si c'est le cas, il n'a pas tort de dire qu'il faut se secouer les puces. Le problème, c'est qu'il faut se secouer les puces à quel endroit, comment? Là où c'est tout à fait juste, tu as dit qu'est-ce qu'on fait de la puissance, ou plutôt quelle définition on donne à la puissance. Et si je prends par exemple la définition que la Russie donne à la puissance. Aujourd'hui, la Russie, elle dit... c'est ce qu'essaye de faire Vladimir Poutine et de proposer en fait au peuple russe, c'est de dire ma puissance, elle est dans la destruction. Vous allez voir, on a une force, on est les plus forts parce qu'on va pouvoir mettre à genoux la société ukrainienne, le gouvernement ukrainien, etc. C'est comme ça qu'ils l'utilisent. Nous, si en face, on fait la même proposition de puissance, c'est-à-dire de dire nous, on va réussir à mettre à genoux la Russie. En fait, on se situe dans le même ordre de réflexion, quoi. Et ce qui est un énorme problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas. Moi, hier, tu l'as entendu parler des Suds, des peuples du Sud, des pays du Sud. C'est quand même un petit souci. C'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est que je trouve que l'expression de Bertrand Badi, un conflit mondialisé, met le problème au bon endroit, et que donc le problème de la France, c'est de travailler avec le monde et pas simplement de revigorer l'OTAN, l'Europe et je ne sais quoi, et c'est d'essayer de faire en sorte d'isoler, de marginaliser politiquement la Russie au point qu'elle doit faire marche arrière. Et voilà. Mais... Autre point qui est important, c'est la temporalité de cette interview et finalement de cette accélération du calendrier militaire. Mais c'est pour ça, c'est vraiment chiant parce qu'on y comprend. Enfin, on constate et on ne comprend rien. Pourquoi ils n'ont rien dit, les chefs de parti, en sortant?
Non, mais sérieux, quoi. Peut-être parce qu'on leur a dit de pas dire. Hein. Enfin, je veux dire, il y a Ouais, peut-être des d'accord. informations classées défense. Non, mais d'accord, mais Ce à quoi fait référence Catherine, juste pour que les gens comprennent bien, c'est la semaine dernière, jeudi, Emmanuel Macron a rencontré les différents chefs de parti pour justement traiter de cette question ukrainienne. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'y est dit. Et c'est peut-être tant mieux, enfin j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'ils non, ont mais moi tenu j'ai leur l'impression langue. que si on ne sait pas, je ne demande pas qu'ils viennent nous raconter le détail ou le menu, mais quelle information ça leur donne de la situation sur le terrain militaire au moins, quoi, Voilà. tu vois, Alors, et sur l'état du pays, enfin, comment va l'Ukraine. On ne y sait a- rien de ça. Il y a deux hypothèses, en fait, qui justifient finalement que Emmanuel Macron, là, depuis quelques jours, quelques semaines, décide d'un peu hausser le ton vis-à-vis de Poutine et de dire, voilà, on va peut-être envoyer la bombe nucléaire, on va peut-être envoyer des hommes à Odessa, etc. La première, c'est que tu l'as mentionné tout à l'heure, l'armée ukrainienne serait dans une position assez faible. En tout cas, la Russie, en ce moment, aurait le vent en poupe. Et c'est vrai que quand on écoute les experts militaires parler de cette question depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on a plutôt l'impression effectivement que l'armée russe a plutôt l'avantage en ce moment sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un calendrier électoral. Je l'ai mentionné tout à l'heure. On entre dans une campagne européenne où le parti présidentiel est à la traîne, très très loin derrière le Rassemblement national dans les intentions de vote. Hein. Le Rassemblement national est à plus de 30%. Et si on ajoute Reconquête, en gros, il flirte avec les 40%. Le parti macroniste, eux, ils sont en dessous de 20%. Et je ne parle même pas de la gauche, où nous, on est en dessous de 10%. Et toutes les 4 listes sont en dessous de 10%. Oui, au total, la gauche n'est pas en dessous de 10%. Non, pas au total. Merci. Chaque liste, on est pareil, autour de 30-40%. Donc, il y a ce calendrier électoral qui fait que Emmanuel Macron, comment ? Autour de 30. Autour de 30, oui. 40%, Laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver. Et donc Emmanuel Macron est en train de vouloir installer dans le débat pour ces élections européennes la question ukrainienne comme étant le clivage sur lequel vont devoir se positionner les Français et les Françaises. Et c'est là que je voulais parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale mardi. Il y a eu un vote. Alors c'est assez intéressant. C'est un vote sur un accord de sécurité. Il fallait que les députés se prononcent sur est-ce qu'ils étaient pour ou contre l'accord de sécurité France-Ukraine qui court sur 10 ans. C'est 3 milliards de dépenses, etc. Et puis en sous-texte, on voit qu'il y a une potentielle adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne qui est dans cet accord, même si ce n'est pas explicitement dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce débat n'avait absolument aucune nécessité à se tenir, dans la mesure où l'accord avait déjà été signé par la France et que le levier législatif qu'ils ont utilisé, l'article du règlement, c'est l'article 50-1, qu'ils ont déjà utilisé, alors c'est intéressant pour le Covid, il l'avait utilisé pour le plan de vaccination du Covid, il avait été retoqué à ce moment-là par le Sénat et le plan avait quand même été appliqué. Là, en fait, ils avaient déjà validé l'accord et puis, peu importe, bon, ça a été validé par les députés, mais ça n'aurait pas été validé, ça aurait été exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Emmanuel Macron? Pourquoi est-ce que le gouvernement de Gabriel Attal a fait ça? C'est juste pour que chacun clarifie chaque parti politique clarifie sa position vis-à-vis de cet accord ukrainien. Et les mots ont été très très durs vis-à-vis de ceux qui se sont abstenus ou qui ont voté contre. En gros, c'est Gabriel Attal, les différents porte-parole de la Macronie, en gros, les ont renvoyés en disant qu'ils étaient des traîtres, des munichois, des lâches. Des défaitistes qui choisissent la défaite. Qui ne choisissent pas la paix, mais la défaite. Qui ne choisissent pas la paix, mais la défaite.
D'un autre côté, la France Insoumise et le Parti communiste, par exemple, qui sont les deux groupes de gauche à avoir, d'ailleurs les deux groupes à avoir voté contre, le Rassemblement national s'étant abstenu, le Parti communiste et la France Insoumise n'ont pas été en reste non plus quant au qualificatif fleuri à l'égard de la Macronie, hein, qui a voté pour cet accord, en les appelant des va-t-en-guerre, des bellicistes, ils vont nous emmener vers un carnage, blablabla. Enfin, je veux dire, et donc, on s'est retrouvé un peu comme d'habitude, un peu comme sur tous les sujets, avec deux camps. Et puis, tout le monde est sommé de choisir son camp. Alors, t'es pour la guerre, t'es pas pour la guerre. La Russie, si t'es pour la guerre, t'es un violent et tu veux tuer les Français et les Françaises. Si t'es contre la guerre, ça veut dire que t'es un pro-russe. Enfin, je veux dire... C'est assez insupportable, en fait, je trouve, la façon dont, à chaque fois, sur maintenant tous les sujets, on est obligé de réduire comme ça les nuances et, et le raisonnement et l'intelligence, finalement. Et c'est ça qu'a voulu, là c'est voulu par Emmanuel Macron, quoi. C'est vraiment, sortez du bois les gars, sortez du bois, comme ça je vais pouvoir vous défoncer et je vais pouvoir construire une histoire à partir de votre positionnement sur la guerre en Ukraine. Et donc là, c'est certain, pendant 2 mois, 3 mois, jusqu'aux élections européennes, il va nous sortir en fait cette histoire-là en disant, vous voyez là les autres c'est tous des lâches, moi je suis un chef de guerre. Et alors, moi je fais de la politique fiction, mais je me dis, puisqu'il l'a dit, c'était dans un indiscret dans l'Express. D'ailleurs, la phrase est assez choquante dans la façon dont elle est narrée par le journaliste. C'est un indiscret où en fait il aurait dit à des gens, voilà, dans une réunion informelle, il aurait dit ouais, je m'attends à envoyer des mecs à Odessa d'ici la fin de l'année. Virgule, dit-il avec un verre de whisky, de façon très décontractée, avec un verre de whisky à la main. C'est la façon dont c'est raconté dans l'Express de cette semaine. Et quand j'ai lu ça, j'étais là genre, ah, en fait, donc il pense vraiment, je passe sur le côté décontracté, etc., c'est insupportable, envoyer des mecs, voilà. Mais ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, il va envoyer des gens sur place, et que c'est vraiment quelque chose qu'il a en tête. Mais je me dis, s'il fait ça avant les élections européennes, qu'il fait ça en mai, qu'il envoie des gens, il y a un mort, il y a 2 morts. Les Russes tuent des soldats français. Et là, je mets ma main à couper que l'élection européenne, le vote le 9 juin, va avoir une autre dimension. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va voter pour, c'est-à-dire que la Russie, si elle tue un soldat français avant le 9 juin, mais Macron fait 60%, enfin je veux dire, il sera un chef de guerre, il sera un type où en fait il y a une armée ennemie qui tue des Français, même si c'est nous qui les aurons envoyés à Odessa, qui tue des soldats français, et donc je pense que ce sera susceptible de retourner complètement l'opinion publique. Peut-être que ce que je dis c'est totalement de la politique fiction, hein, et d'ailleurs ça en est totalement de la politique fiction, mais ce que je veux dire c'est que c'est un scénario qui aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est en train de préparer le terrain en fait à la possibilité de ce scénario. Et si ce scénario arrive, vraiment, je donne pas cher de tous les autres sujets qui pourraient être importants, les sujets sociaux, l'agriculture, etc. Enfin, je veux dire, si jamais on envoie des soldats à Odessa avant le mois de juin, genre, on ne parlera que de ça, et c'est sur ça en fait que se fera le vote le 9 juin. Écoute, c'est possible que ce soit sur ça que s'organise notre vie politique les quelques mois, années qui viennent. Je veux dire, cette question de l'Ukraine prend de l'importance. Encore une fois, je trouve qu'on n'est pas très informé pour comprendre ce qui fait que c'est maintenant que ça monte en pression et que c'est maintenant qu'on en débat. Est-ce que c'est par pure tactique électorale ou est-ce qu'il y a des éléments matériels objectifs qui le justifient? En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'enjeu que la Russie ne devienne pas un empire blessé qui veut se protéger et puis qui veuille contre-attaquer et puis qui veuille imposer son ordre, etc., etc. Ça me paraît une question vraiment importante, quoi. C'est-à-dire que je ne mesure pas la raison pour laquelle ça se passe maintenant.
À un moment donné, il a dit à la PIX hier, il lui dit mais l'élection présidentielle, c'est pas moi qui ai décidé qu'elle aurait lieu en mai et que en février la Russie attaque l'Ukraine. C'est-à-dire sous-entendu, je ne suis pas absolument maître de ces événements et donc si aujourd'hui j'en parle, d'accord, il y a les élections européennes, mais presque ça serait fortuit. Donc il a l'air de dire que ce n'est pas lui qui décide de ce calendrier. Je n'arrive pas complètement à le croire. Je crois en effet que pour lui, c'est une manière de chercher à mobiliser, comme tu l'as dit, en prenant un exemple un peu paroxystique, mais c'est vrai qu'il veut monter cette question de l'enjeu de construire une opposition, une résistance à la Russie comme étant un enjeu existentiel. Il a employé plusieurs fois ce terme hier, comme une question existentielle, et dont il serait le promoteur, le garant, l'initiateur, etc. Donc il cherche à mobiliser ses troupes, puisqu'elles ne le sont pas. Elles sont totalement démobilisées. Et donc, il essaie de leur dire, bon, d'accord, je ne suis peut-être pas tout à fait l'homme que vous espériez avoir, mais au moins sur ça, depuis, d'ailleurs, le storytelling, c'est depuis le discours de la Sorbonne en 2017, Macron n'a pas changé. Ce qu'il veut, c'est une Europe puissance. Et il est prêt, d'ailleurs, à partager l'arme nucléaire avec l'Allemagne. Et il veut construire une armée européenne. Et il veut, voilà. Donc, le storytelling, c'est Macron est constant sur ça. Et on a là l'objectif ou le danger identifié et il faut qu'on se mobilise sur ça. Donc, encore une fois, je crois que ce n'est pas du tout par hasard qu'il le fait maintenant. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit un bon calcul, parce que moi, ce que je crois plutôt, c'est que les gens n'ont pas du tout envie de ça. C'est-à-dire que pour l'instant, l'idée d'aller se mettre dans une guerre face à la Russie ne rencontre pas un enthousiasme de dingue. Je pense que les gens ont plutôt peur. Moi, les échos que j'en ai, c'est que les gens ont la trouille que la France ou des Français de façon massive, soit embringués dans cette histoire. Les gens ne se représentent pas l'opération Sercal, quoi. C'est tout à fait juste. C'est pas Sercal, c'est Berkane. Sercal, c'est autre chose. Oui, Berkane. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis. Ça se voit dans les études d'opinion et les sondages. Et dans le même temps, les Français et les Françaises perçoivent aussi dans Poutine une menace pour la sécurité des Européens. C'est pour ça que c'est pas complètement absurde, son discours n'est pas complètement sans résonance réelle, mais pour l'instant, il ne convainc pas, et je ne comprends pas que le débat sur quelle est la réalité réelle et qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer cette réalité, c'est-à-dire qu'elle se place sur un autre terrain que le strict terrain militaire, ne soit pas porté davantage par les gens qui sont en alternative, parce que le problème, c'est que évidemment, ça n'a pas de sens d'accuser les communistes et les insoumis d'être des pro-Poutine ou d'être des défaitistes. Enfin, je veux dire, l'histoire témoigne du contraire. L'histoire ce n'est pas du côté, en tout cas, parce que les insoumis, ça n'existait pas, mais enfin, dans les guerres passées, notamment quand il a fallu s'opposer au nazisme et au fascisme, que ce soit en Espagne ou en France, quand l'Allemagne était présente, c'est quand même pas, on ne peut pas faire reproche aux communistes de défaitisme. Qu'ils soient attachés à la paix, ça c'est tout à fait évident, ils ne cessent de se réclamer de Jaurès, et on comprend bien pourquoi, mais on ne peut pas leur dire qu'ils sont des défaitistes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, je pense que Macron fait un calcul politicien qui, à mon sens, n'est pas certain de gagner. C'est-à-dire que je crois que personne n'est absolument convaincu de l'urgence de monter comme ça la menace pour quelque chose qui pourrait échapper, et notamment parce que la France a l'arme nucléaire et la Russie aussi. Ceci étant, il n'a pas dit qu'il était prêt à envoyer l'arme nucléaire sur la Russie. Il ne faut pas caricaturer à propos de... Mais il en a parlé. Enfin, je veux dire, c'est plusieurs fois qu'il en parle. Il dit oui, ça fait partie il dit exactement... J'ai trouvé que son argument hier sur l'arme nucléaire, nous la possédons et c'est ce qui nous protège, n'était pas un argument sans impact. C'est-à-dire que la Russie posera la question 2 fois de balancer une bombinette sur la France qui est détentrice. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'elle est détentrice de l'arme nucléaire, c'est c'est une force de dissuasion, c'est une arme de dissuasion. Et voilà, donc bon, en tout cas, moi je ne suis pas sûre du pari gagnant. Et par contre, ce que je trouve, c'est qu'on n'a pas vraiment réussi pour l'instant à desserrer l'étau, c'est-à-dire à faire entendre
un point de vue qui apparaissent comme étant réellement du côté de l'Ukraine, du soutien à l'Ukraine et du fait que la Russie ne peut pas gagner. Ça, je pense que cette idée, la Russie ne peut pas gagner, est une idée qu'il a martelée, que Macron a martelée dans son intervention et qui doit être, à mon avis, nôtre. Mais par contre, le débat, c'est comment on fait pour qu'elle ne gagne pas. Dernier point sur le débat. Il y a eu un débat qui a eu lieu hier sur Public Sénat, comme je disais, avec les différents représentants des listes en lice pour les élections européennes. Moi, j'en ai regardé un bout. C'était assez intéressant parce qu'on a vu les 4 listes de gauche, les représentants des 4 listes de gauche, pas vraiment se taper dessus. Et c'est-à-dire pas genre jouer des coudes et essayer de taper sur son plus proche voisin et plutôt s'opposer de façon logiquement véhémente à l'extrême droite et à la candidate macroniste. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt très heureux. Franchement, c'était d'un plutôt bon niveau et par exemple sur la question ukrainienne ou sur les autres questions, il y a des divergences, je veux dire, entre Raphaël Glucksmann et Manon Aubry et Léon Desfontaines, je veux dire, ils disent pas la même chose. Mais c'était intéressant. Et justement, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut absolument ne pas caricaturer chacun dans les fantasmes qu'on aurait des positions des uns et des autres, quoi. Je veux dire, il y a un débat et il est légitime en fait que ce débat se tienne. Là, c'était sur Public Sénat avec tout le monde, etc. Mais c'est bien, en fait. Moi, je comprends. Je comprends Valérie Hayer, qui est la candidate des macronistes, qui est la tête de liste. Bon, bah, elle a son avis sur la question ukrainienne, etc. Et franchement, ça se vaut. Enfin, je veux dire, c'est audible. Et après, Manon Aubry donne le sien, Léon Desfontaines donne le sien. J'ai trouvé que c'était vraiment d'une assez bonne tenue, ce débat. J'espère que ça augure une belle campagne présidentielle. J'ai l'impression d'être un vieux con quand je raconte des choses comme ça. Ça augure une belle campagne présidentielle. Non, pas présidentielle, mais européenne. Européenne, en plus, voilà. J'ai l'horreur de parler comme ça. Toi, t'en as pensé quoi? Moi, je n'en ai vu aussi qu'une petite partie. J'ai vu essentiellement la fin du débat, c'est-à-dire le débat sur la question énergétique et puis la minute de conclusion. Alors, ce que j'ai trouvé... Ce que j'ai trouvé très rapidement, c'est j'ai vu aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire le fait que les candidats, pourtant sur la question énergétique, on peut dire qu'il y a des divergences entre eux, ne se sont pas frappés durement, les candidats de gauche, Desfontaines disant de Manon Aubry, comme vous l'avez dit à propos du fret, enfin se renvoyant un peu. Donc ça, c'est vrai que c'était pas mal. J'ai trouvé que c'était en effet plutôt des gens qui connaissaient à peu près leur dossier. J'ai trouvé que Marion Maréchal était excellente. Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai. Elle était très argumentée, cette dame. Elle est solide en débat, Marion Maréchal. J'ai vu aussi qu'il y a des sujets de clivage comme ça qui apparaissent au sein de la gauche, qui sont, on le savait déjà, mais la question du nucléaire... et donc en fait la question de la politique énergétique européenne, qui est un des enjeux de la campagne de l'élection, elle divise aussi la gauche, donc l'Ukraine divise la gauche, le nucléaire divise la gauche, pas exactement aux mêmes endroits, mais enfin on se dit que peut-être que depuis que la NUPES a été signée il y a 2 ans, on aurait peut-être eu quelques sujets de débat, parce que là, on a l'impression que ça n'a pas avancé, que les désaccords restent entiers. Et puis le dernier truc qui m'a surpris, c'était la dernière minute conclusive, c'est que chacun a fait un peu un discours pourquoi on avait des bonnes raisons de voter pour lui. Et en général, c'est des discours qui étaient un peu articulés autour de la question européenne, sauf Manon Aubry, qui a fait un discours ligne droite tout chousse sur Gaza. Et bizarrement, sans rapport du tout avec la question européenne, c'est-à-dire sans identifier, sans l'articuler à qu'est-ce que l'Europe, par exemple,
un truc tout con que je suis allée regarder, mais l'Europe verse 300 millions chaque année pour les Palestiniens. C'est-à-dire qu'en fait, l'aide qu'elle apporte au peuple palestinien, soit les réfugiés à travers l'UNRWA, soit au développement des hôpitaux, de l'université, des infrastructures, mais tout ça, ça a été massacré. Donc elle pourrait avoir quand même une réaction un peu plus solide. C'est-à-dire que même du point de vue européen, il y a quelque chose à faire valoir. Bon, cette articulation-là n'a pas été faite et de la même manière que Macron fait le pari qui va mobiliser son électorat sur la question ukrainienne et donc la question de la préservation de la démocratie face à l'Empire russe, la France insoumise a l'air de faire le pari que la base de la mobilisation, je ne dis pas la base de son projet, son programme, il y a certainement des tas de choses intéressantes, mais que ce qui va susciter l'intérêt et conduire à se mobiliser et à voter pour la France insoumise, c'est la question de la Palestine et de Gaza. Ça me paraît là aussi un peu risqué. Et ça me permet d'embrayer sur la dernière chose que je voulais dire, c'est que effectivement, parce que c'est un pari, on voit en fait qui est mobilisé sur cette question. Ils veulent aller chercher des jeunes, ils veulent aller chercher les gens des quartiers populaires, etc. Et essayer de les amener au vote à une élection où ordinairement il y a très peu de gens qui votent, et en particulier les jeunes, quoi. J'en veux dire, c'est pas une élection qui les branche énormément. On va voir effectivement si ce pari s'avère gagnant ou pas. Et c'est vrai qu'il faut le mettre en contraste en fait avec le débat d'hier. C'est toi, hier on s'en est parlé au téléphone. En gros, il n'y avait que des gens qui étaient relativement jeunes dans les représentants, sauf Thierry Mariani, qui faisait vraiment genre le vieux con. Le vieux, tout simplement, pas le vieux con, mais le vieux. Je ne veux pas dire du bien de Thierry Mariani, mais t'as raison, c'était le vieux sur le plateau, et c'était le seul vieux, et il représentait d'ailleurs un truc un peu, parce qu'il y en avait, ils étaient plus ou moins jeunes, enfin, Léon Desfontaines il est très jeune, mais Raphaël Glucksmann il est un peu plus âgé, tu vois, genre, mais il est moderne, tu vois, genre dans sa façon de s'exprimer, dans son ethos, ils avaient tous un ethos moderne, y compris Marion Maréchal. Alors que genre le Thierry Mariani, il n'a pas un ethos moderne, hein. Enfin, genre, il fait plutôt, on a l'impression qu'il sort directement du début du XXe siècle. Et genre, il a une façon de s'exprimer, etc. Et je pense que eux, le Rassemblement national, tu vois, ils se sont dit, tiens, bon, au-delà du fait que Bardella est insupportable de prétention, il dit qu'il ne veut pas aller discuter sur Public Sénat, c'est pas de son niveau, et puis de toute façon, les gens autour de lui, là, c'est pas de son niveau, et il veut discuter avec Macron et avec Gabriel Attal. Mais ce qui est intéressant, c'est que eux, ils vont chercher les gens qui votent aux élections, en fait, qui vont pouvoir se reconnaître, c'est-à-dire les vieux, parce que c'est eux qui vont voter aux élections, déjà c'est eux qui votent à toutes les élections, majoritairement, enfin, en tout cas, eux, ils se mobilisent énormément, et spécialement aux élections européennes, il ne reste plus qu'eux, en fait, il ne reste plus que les vieux qui se bougent, et donc eux, ils se disent, tiens, on va jouer, l'égalité, l'homogénéité, en fait, entre les gens qui votent et la personne qu'on va utiliser pour nous représenter. Voilà, c'est une petite... je ne sais pas si ça veut dire énormément de choses, mais ça montre en fait la stratégie du Rassemblement national, qui est vraiment une stratégie... ils consolident les bases, tu vois, ils n'ont pas besoin, de toute façon, ils sont déjà très 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 hauts dans les sondages, donc ils ont juste besoin ils la jouent sécurité, de toute façon. Ça fait 10 ans qu'ils la jouent sécurité et qu'ils font que monter, donc pourquoi est-ce qu'ils joueraient la carte jeunesse, la carte révolution, la carte je sais pas quoi, ils ont besoin de rien faire, ils montent. Tout à fait exact. Eh bien, ah oui, on n'a pas parlé du sondage secret là qui est sorti. Tu vois, je suis pas au courant. Ah, t'es pas au courant? Non, vas-y, dis-moi. Je pensais... puisqu'on est entre nous. Puisqu'on est entre nous, il y a le sondage secret qui avait été commandé il y a quelques semaines, quelques mois, enfin au mois de décembre. En cas de dissolution, qu'est-ce que vous voteriez sur un panel de 44 000 personnes, c'est-à-dire pas du tout... Bon et Lab. Ouais. Majorité au Rassemblement national. J'ai bien dit, député. Je le répète, majorité de députés au Rassemblement national. Mais d'où tu sors 200, ça? Bien, c'est un sondage secret qui est sorti. Là, c'est dans l'Obs.
qui n'était pas sorti au moment où il l'avait fait. Et je peux comprendre les raisons qui avaient poussé les initiateurs de ce sondage à ne pas le sortir. Mais là, voilà, il est sorti dans l'Obs. Et donc, sur 4000 personnes, tu as... 4000 ou 44 000 4000. Ah, oui, mais c'est très important pour un sondage. Oui, 4000, je suis d'accord, c'est un gros échantillon. C'est un gros échantillon. Et donc, c'est entre 270 et 305 députés pour le Rassemblement national. En cas de dissolution. En cas de dissolution, c'est-à-dire une majorité sur 577, 300, c'est une majorité. Voilà. Ah, mais je n'étais pas au courant. Tu ne lis pas ce qu'on écrit dans les boucles de regard. Non, mais voilà, je ne sais pas très bien c'est quand même ouf. Avec donc une alerte, parce que je vais me permettre du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, juste de mentionner le score de la gauche, parce qu'il y a ces 300, donc c'est entre 243 et 305 sièges pour le Rassemblement national. Pour la NUPES, toutes confondues, on est entre 55 et 79 sièges dans ce sondage. C'est-à-dire bien en deçà, plus de la moitié en dessous de ce que la NUPES représente aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une énorme victoire pour le Rassemblement national et une cinglante dégringolade pour la NUPES. Donc voilà, c'est un sondage d'alerte, je veux dire, ça n'a de valeur que c'est une image en fait qui est donnée à un instant T. S'il y a une campagne, ce ne sera pas forcément ça, les nouvelles dynamiques. Mais ça dit quand même quelque chose de aujourd'hui la puissance en fait du Rassemblement national et la faiblesse de la gauche. Bon, et de la Macronie, entre parenthèses. Et de la Macronie. Parce que la droite et la Macronie réunies, ça fait combien? La Macronie fait entre 117 et 165 sièges. Alors ça, et la droite, 44 à 60. Eux, ils se tiennent, les LR. Ah, d'accord. Toujours... Ouais, non, mais mais surtout, ça veut dire qu'il n'y aura pas de dissolution. Ça, exactement, exactement. C'est ça que ça veut dire. La leçon de ça, c'est ça. Et la deuxième, c'est que ça n'a pas vraiment de sens parce que ce genre de dynamique, tu vois, ça... Ils n'auront pas 117 sièges, les macronistes, s'ils se font torcher comme ça par le RN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur force, c'est quand même d'apparaître comme étant du côté de la raison, capable d'empêcher le Rassemblement national. Alors, je pense qu'ils vont quand même avoir de gros soucis si sont confirmés les résultats attendus aux européennes. Et d'ailleurs, alors j'ai dit, Manon, hier, Aubry a fait toute sa conclusion sur Gaza. Mariani, il a fait toute sa conclusion sur c'est la dernière élection avant la présidentielle, torcher les macronistes. C'est-à-dire, sous-entendu, préparons la victoire. Ce qu'elle avait déjà fait, ce que le RN avait déjà fait en 2019, c'est ça, c'est 2019, ils avaient déjà dit... on arrive, quoi. On arrive. Et d'ailleurs, Bardella l'a dit, nous, après, on veut une dissolution. Il l'a dit il y a quelques semaines, il a dit si on fait vraiment 40% l'extrême droite, on veut une dissolution de l'Assemblée nationale derrière. Et, entre parenthèses, Jean-Luc Mélenchon, qui était hier en meeting avec Louis Boyard à Nanterre, a dit ne vous trompez pas, le 9 juin, c'est le premier tour de l'élection présidentielle 2027. C'est-à-dire que lui aussi, il a mis ça dans une perspective franco-française, nationale, etc. Oui. Donc, c'est très risqué aussi pour la France insoumise, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'elle part pas pour. Oui, c'est ça, elle part pas en ce moment comme étant la force de rassemblement de la gauche. C'est aussi une façon d'essayer d'animer ses troupes et de les bouger. C'est certain, mais bon, je veux dire, il ne faut pas non plus tirer des balles dans le pied. Enfin bref. Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça, et advienne que pourra. Allez, ciao. À la semaine prochaine.